Nous voici dans le petit village de Heart's Content, à la baie Trinity sur l'île de Terre-Neuve. Il y a plus de 100 ans, en ce matin tranquille, des milliers de personnes sont attroupées sur le front de mer pour être les témoins d'un événement historique. Le 27 juillet 1866, le plus imposant navire à vapeur du monde entre au port. Il transporte le dernier tronçon d'un câble télégraphique sous-marin qui relie l'Europe, à partir de l'Irlande, à l'Amérique du Nord. À l'époque, les communications mettent une semaine à franchir l'océan par navire à vapeur. Dorénavant, quelques minutes suffiront. C'est le petit village de pêche de Heart's Content qui sera au centre de ce réseau de communication entre les grandes villes du monde. Le télégraphe est une merveille technologique moderne. C'est l'équivalent au 19e siècle du textage contemporain. Le télégraphe transmet des signaux codés sur une ligne électrique. Les télégraphistes appuient rapidement ou longuement sur un bras mobile pour produire un point ou un trait. Ces points et traits correspondent à un alphabet, appelé code Morse, spécifique au télégraphe. Le premier télégraphe commercial entre en exploitation en 1844 et relie les villes de Washington, D.C. et de Baltimore au Maryland. 10 ans plus tard, de grands réseaux télégraphiques traversent la majeure partie de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Pourtant, les communications entre ces deux continents passent toujours par le navire à vapeur, ce qui signifie une traversée de 8 jours, si le beau temps est au rendez-vous. Deux hommes rêvent du déploiement d'un câble transatlantique. Le millionnaire américain Cyrus Field et l'ingénieur britannique Frederick Gisborne qui vit au Canada. Frederick Gisborne est le premier à s'intéresser au télégraphe. En 1847, il présente les plans d'installation d'un câble télégraphique entre Québec et Halifax. 4 ans plus tard, il prévoit le prolonger jusqu'à Terre-Neuve. Des ingénieurs européens ont réussi cet exploit sous la Manche. Il sait donc que la technologie permet le déploiement d'un câble sous-marin entre Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse. Frederick Gisborne veut d'abord installer un réseau dans l'île avant de raccorder le câble au réseau nord-américain. À New York, il prend contact avec des investisseurs bien nantis. Il peut également compter sur l'appui du gouvernement de Terre-Neuve. Le 2 septembre 1851, il s'attaque à la lourde tâche d'arpenter à pied le territoire peu développé où serait mis en place le télégraphe. 6 autres hommes l'accompagnent dans son périple. Pendant 3 pénibles mois, ils explorent la région de l'arrière-pays de Terre-Neuve à la recherche d'un passage pratique. La faim et l'épuisement sont leurs constants compagnons. Le 27 octobre. Vent violent orienté ouest-sud-ouest. Il s'est apaisé à 7h30. Nous avons de nouveau tiré au sort le pain, car il ne reste plus que 6 petits pains pour chaque homme, et nous sommes presque à court de gibier. Le ruisseau Hare Bay, un cours d'eau difficile peu importe la saison, s'est transformé en rivière, et nous avons dû construire un radeau. Nous avons traversé 2 à la fois sans incident. La construction d'un radeau est une tâche épineuse. Le 4 décembre, Frederick Gisborne revient à St. John's, sa mission accomplie. 3 mois plus tard, un câble relie St. John's à la collectivité de Carbonear. À l'été 1853, de graves problèmes financiers ébranlent la poursuite de l'entreprise. Les finances sont à sec. Il se rend à New York pour tenter de trouver d'autres investisseurs. En 1854, il rencontre Cyrus Field, un entrepreneur devenu millionnaire qui aime le risque. Il s'est récemment retiré des affaires en laissant derrière lui une entreprise papetière florissante. Il cherche donc un nouveau projet qui le passionnerait. Le projet de Frederick Gisborne le séduit, mais il voit plus grand. Au lieu de simplement relier Terre-Neuve à la Nouvelle-Écosse, Cyrus Field veut plutôt installer un câble télégraphique transatlantique jusqu'en Irlande. S'il y parvient, il sera encore plus riche et passera à l'histoire. Frederick Gisborne peut maintenant compter sur un partenaire enthousiaste et riche. Cyrus Field attire d'autres investisseurs et l'entreprise avance à grands pas. En octobre 1856, l'installation du câble terrestre entre St. John's et le Cape Ray et le déploiement du câble sous-marin jusqu'en Nouvelle-Écosse sont menés à terme. L'association entre Frederick Gisborne et Cyrus Field est fructueuse, mais tumultueuse. Leur relation de travail est souvent conflictuelle.
Frederick Gisborne quitte le partenariat pour de bon après l'installation du câble entre Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse. Cyrus Field n'entend pas s'arrêter là. Maintenant que Terre-Neuve est raccordée au réseau nord-américain, la prochaine étape consiste à se brancher au continent européen. Le défi est de taille. L'installation d'un câble transatlantique dépasse les limites connues de la science et de l'ingénierie au 19e siècle. Il s'agit d'assurer l'étanchéité du câble en le recouvrant d'une gaine formée d'un matériau rare et très cher appelé le gutta percha. C'est une matière naturellement plastique extraite d'arbres originaires de l'Asie du Sud-Est. Ce câble renferme 7 fils de cuivre recouverts de 3 couches de gutta percha pour garantir la transmission des signaux. Une enveloppe protège aussi le câble sous la forme d'un fil de fer enroulé sur toute sa longueur. Le produit final ressemble à ceci. 10 km de câble pèse environ 8 tonnes. La traversée de l'océan Atlantique nécessite 3200 km de câble. Le poids total atteint 2500 tonnes. Aucun bateau au monde ne peut transporter une telle charge. Cyrus Field est déterminé à mener à bien son projet. Il cherche de l'aide auprès des ministères de la Marine des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Il demande à ces superpuissances de lui prêter chacune un navire capable de transporter 1250 tonnes. Son plan consiste à confier l'installation de la moitié du câble à chaque navire. Les deux puissances maritimes lui donnent leur accord. Le 29 juillet 1858, les navires USS Niagara et HMS Agamemnon se rencontrent au milieu de l'océan Atlantique. Chacun d'eux transporte à son bord la moitié du câble transatlantique. Les deux extrémités sont raccordées puis lâchées au fond de l'océan. Les deux navires repartent en sens inverse en glissant le câble dans la mer. Le 4 août, le navire Niagara arrive à Bull Arm, baie Trinity à Terre-Neuve. Le lendemain, le navire Agamemnon entre au port de Valentia en Irlande. Les tout premiers messages transatlantiques envoyés et reçus par télégraphe proviennent d'une maison située à la baie Trinity et d'une tente plantée à Valentia. La reine Victoria transmet ses félicitations au président américain James Buchanan. Il lui répond que le télégraphe représente un trait d'union entre les deux nations sœurs. Et ce trait d'union est cependant rapidement mis hors service. Dès le départ, la communication est difficile. Le message de la reine met des heures à parvenir à destination au lieu des quelques minutes prévues. La transmission faiblit peu à peu. Les mots deviennent inintelligibles et les phrases se perdent en cours de route. Le télégraphe se tait complètement 27 jours après son entrée en scène. Malgré des années de labeur et des millions de dollars d'investissement, la communication est à nouveau interrompue entre les continents. Ce projet repose sur une technologie de pointe pour l'époque, mais une technologie qui n'a pas encore fait ses preuves. Les piles destinées à la transmission des signaux électriques sont trop puissantes. La très haute tension a transpercé l'indispensable gaine de protection en gutta percha qui protège les fils. La presse crie haut et fort à l'échec. Des journaux avancent même que c'est une ruse visant à dérober les investisseurs naïfs de leur argent. Pourtant, rien ne décourage Cyrus Field. Il continue d'investir et d'attirer d'autres investisseurs. Les erreurs commises lors de la fabrication du premier câble sont évitées lorsque le second est fabriqué. Les fils sont enrobés d'une couche supplémentaire de gutta percha, auquel s'ajoute un matériau isolant imperméable appelé Chatterton. De plus, le galvanomètre à miroir, nouvellement inventé, décèle les signaux à basse tension. Cyrus Field détermine également que le concept des deux moitiés de câble et des deux navires présente un trop grand nombre de risques. Il préfère le déploiement d'un câble continu dans l'Atlantique. En 1865, le nouveau câble est prêt. Un navire à vapeur 5 fois plus gros que tout autre navire au monde est en service, le Great Eastern. Ce géant des mers est capable de transporter l'énorme charge. Il pèse 19 000 tonnes et mesure 200 mètres de long. C'est une véritable ville flottante. Toutefois, les dimensions du navire exigent un havre susceptible de l'accueillir. Bull Arm n'est plus dans la course. Cyrus Field en cherche un autre et le découvre dans le petit village de pêcheurs de Heart's Content. Le havre y est suffisamment large et les eaux assez profondes pour recevoir le gigantesque Great Eastern. Le 13 juillet 1866, le navire quitte Valentia pour accomplir sa remarquable mission. L'un des passagers à bord du navire est John C. Dean, un employé de l'entreprise Anglo-American Telegraph Company.
Il note dans son journal les événements du voyage. Le mardi 24 juillet. Déjeuner à 8 heures, dîner à 13 heures, souper à 18 heures, thé à 20 heures. Les 502 personnes à bord de cet énorme navire s'adonnent à leurs occupations. Le déploiement du câble s'effectue sans histoire. Les tests des signaux électriques se déroulent parfaitement. Voilà ce qui s'est passé depuis midi hier jusqu'à midi aujourd'hui. J'espère que nous aurons 3 autres journées aussi magnifiquement monotones. Il a plu très fort hier soir. Nous approchons des bancs de Terre-Neuve et d'une nappe de brouillard. Le 27 juillet 1866, au lever du jour, le navire Great Eastern jette l'ancre à Heart's Content. Des milliers de personnes l'attendent sur le rivage. Elles viennent de Terre-Neuve, du Canada et des États-Unis pour observer ce puissant navire à vapeur et sa cargaison. Il faut 50 hommes pour tirer le câble sur la rive et l'un d'eux est Cyrus Field. Ensemble, ils transportent le câble jusqu'à la station de télégraphie et le branchent au réseau. L'Europe et l'Amérique du Nord sont maintenant reliés de façon permanente. Le village de Heart's Content se rendra bientôt compte qu'il est désormais un lieu privilégié dans le monde. C'est l'endroit dans l'hémisphère occidental où se situe ce merveilleux dispositif électrique qui facilite les communications avec l'hémisphère oriental et qui est là, nous l'espérons, pour y rester. Le déploiement du câble est un succès. Il transmet 1000 messages par mois et rapporte jusqu'à 10 $ du mot. En 1894, 5 nouveaux câbles relient Terre-Neuve et l'Irlande. Des messages de nature commerciale, politique et personnelle traversent à toute vitesse l'Atlantique et les continents, avec, à son épicentre, la minuscule collectivité de Heart's Content. La station de télégraphie a cessé ses activités en 1985. Devenue site patrimonial, elle accueille maintenant les visiteurs. À l'intérieur, ils peuvent voir les pièces équipées de télégraphes et à l'extérieur, les câbles transatlantiques, de minces boyaux qui ont permis de raccorder le monde.